oscillation forcée dans un circuit RLC série en régime alternatif sinusoïdal. Ça veut dire qu'on va prendre un circuit RLC série et on va appliquer au bord de ce dipôle une tension alternative sinusoïdale et on cherche la réponse du circuit en courant. Alors dans ce cas, c'est nous qui imposons au circuit notre régime. Okay. Donc on va commencer par définir régime alternatif sinusoïdal. Et puis, on va faire une étude expérimentale et noter les observations. Puis, on va interpréter ces observations théoriquement. Et à la fin de la leçon, on va faire une étude énergétique. Ça veut dire, on va s'intéresser à la puissance dans le circuit. Bon, commençons par régime alternatif sinusoïdal. Alors, un régime alternatif sinusoïdal, si les grandeurs électriques, à savoir tension électrique et intensité du courant électrique, sont régies par des fonctions sinusoïdales alternatives. Je vais donc représenter soit un courant sinusoïdal alternatif ou bien une tension sinusoïdale alternative par S de t. Alors, S de t égale à Sm cosinus oméga t plus phi. Bon, Sm représente valeur maximale. Puis, on a oméga, pulsation du circuit, égale à 2pi sur t. T, période du signal. Donc, la fréquence n n'est autre que l'inverse de la période. L'unité de la fréquence, c'est Hertz. Période, c'est seconde. OK. Alors, donc, oméga, son unité, c'est radian par seconde. Oméga t plus phi, phase du signal à l'instant t en radio. Phi, la phase à l'origine des dates, ça veut dire à t égale 0, donc c'est la même unité radio. On va définir la valeur efficace. En tronc commun, on a vu la relation entre la valeur efficace et la valeur maximale. La valeur efficace, donc, on le note tout simplement grand S, qui est égal à la valeur maximale divisée par la racine de 2. En tronc commun, on n'a pas démontré cette relation parce qu'on n'avait pas assez d'outils mathématiques pour montrer cette relation. La définition de la valeur efficace du courant électrique ou bien de la tension électrique, si on prend par exemple la valeur efficace du courant, okay, c'est l'intensité du courant continu, okay, qu'on doit appliquer ou bien qui doit parcourir un conducteur ohmique pendant la période T et produit une énergie thermique qui sera égale à celle produite par le courant sinusoïdal alternatif qui parcourt ce dipôle pendant la même durée, ça veut dire pendant T. On a un conducteur ohmique de résistance R. J'ai U efficace. Là, j'ai le même dipôle. Alors, il est parcouru par le courant alternatif sinusoïdal. Là, j'ai la tension alternative sinusoïdale. Pendant T, période de I de T. La période de I de T, c'est T. Forcément, la tension en borne de ce dipôle aura la même période d'après la loi d'Ohm. Okay. Alors donc, pendant période d'état T, alors on va noter ici l'énergie thermique et la énergie thermique. Donc, pendant T, période de T, ça veut dire que ces deux dipôles vont avoir la même énergie thermique dégagée vers l'extérieur. Alors donc, le K1 et le K2. Okay. Alors donc, 1, je vais exprimer cette énergie thermique. Donc, tout d'abord, on va exprimer la puissance. Okay. Alors donc, la puissance P, okay, sera égale à UI. Okay. Même chose ici. Donc, 2, la puissance P sera égale à I ou bien U fois I. Appliquons la loi d'Ohm. On a U égale à RI. U égale à R fois I. P sera égal à RI au carré. Et là, j'aurai U égale à RI au carré. Bon, je vais donc calculer l'énergie thermique qui sera dégagée dans le K1 et dans le K2. On sait que le conducteur ohmique, par définition, l'énergie électrique qu'il reçoit, il la transforme intégralement en quoi? En énergie thermique. Ici 1,
et la 2. Alors ainsi, donc, l'énergie thermique, ok, égale. Donc c'est la puissance fois delta T. Alors ici, la puissance, elle est constante. R I au carré fois delta T. Delta T, c'est T. K2, pardon, c'est la puissance. La puissance n'est pas constante. En fait, c'est la dérivée de l'énergie thermique par rapport à T. L'énergie thermique totale, voilà, sera égale à l'intégrale de R I au carré dt 0 t. I, donc, c'est une fonction sinusoïdale alternative égale à I max cosinus oméga t plus phi. I au carré égale à Im au carré cosinus carré oméga t plus phi. Ainsi, donc, l'énergie thermique dégagée entre 0 et t sera égale à l'intégrale 0t, alors R Im au carré cosinus carré de oméga t plus phi dt. Ok, donc RIM c'est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale et je trouve que l'énergie thermique sera égale à RIM au carré, l'intégrale, et cette cosinus au carré, je peux la linéariser, ok, parce qu'on sait que cosinus carré x égale à cosinus 2x plus 1 sur 2. Ok, donc je vais ici écrire ce cosinus en fonction de cosinus de 2 oméga t plus phi, et je trouve que donc 1 plus cosinus de 2 oméga t plus phi divisé par 2 dt. Alors l'énergie thermique sera égale à RIM au carré, donc ce 2-là, je la fais sortir de l'intégrale. Ok. Bon, alors ici entre 0 et t. Alors vous voyez que donc cette intégrale égale à l'intégrale de 1 plus l'intégrale de cos de oméga t dt. Alors l'intégrale de 1 dt entre 0 et t, ça va donner t. Ok, plus donc l'intégrale de 0 à t de cosinus de oméga t plus phi sur bon égale à 0. Ok, puisque cette fonction elle est périodique, donc de période t sur 2. Ok, et t c'est un multiple entier de t sur 2. Alors l'intégrale, donc en général, si on a une fonction périodique, l'intégrale de cette fonction pendant une période, c'est nul, donc plus 0. Et finalement, donc je trouve que cette énergie égale à cette énergie, donc ainsi RI au carré t égale à RIM au carré sur 2. Alors je simplifie par R, ok, pardon, ici j'ai t, et je simplifie par t, il me reste quoi? I, donc égale à IM sur la racine de 2. Voilà, donc cette partie est facultative pour les élèves qui cherchent à savoir la provenance de la racine de 2. Bon, maintenant, on va parler de déphasage, tension, courant. Bon, on a U de T égale à UM cosinus oméga T plus phi. Alors, phi de la tension, donc je peux mettre ici U. Et I de T égale à la valeur maximale UM, donc cosinus oméga T plus phi I. Le déphasage tension-courant, c'est la valeur absolue de phi U moins phi I égale à phi. Si j'enlève la valeur absolue, phi qui est égal à phi U moins phi I est la phase de la tension par rapport au courant. Alors là, le signe de phi nous permet de savoir la grandeur qui est en avant sur l'autre grandeur. Bon, si phi est supérieur à 0, la tension U est en avance de phase sur I. Si phi est inférieur à 0, alors dans ce cas, U est en retard de phase sur
I. Il y a des cas particuliers, si par exemple phi égale à pi plus 2kpi bien sûr, plus ou moins, on dit que U et I sont en opposition de phase. Phi égale à moins plus pi sur 2 plus 2kpi. On dit que que U et I sont en quadrature de phase. Bon, on va voir comment on peut déterminer expérimentalement le déphasage. Par exemple, le cas où la tension est en avance de phase sur le courant. Si je fais une représentation graphique, donc ici T, et là j'ai U de T, ok. Donc supposons par exemple que voilà U de T, et avec le rouge je veux représenter I de T. I de T. Alors dans ce cas, la tension est en avance de phase sur I parce que la tension I atteint la valeur maximale avant le courant I, cas de l'opposition de phase. Sur le même repère, ici j'ai T et là j'ai U de T en rouge, ok, donc par exemple voilà I de T. Il s'annule à la même instant, mais la tension lorsqu'il est maximal, le courant est minimal. Et là, j'ai la tension U, U est en avance de phase par rapport à I, parce qu'il atteint la valeur maximale avant I. Détermination expérimentale de phi. Voilà, ici, j'ai par exemple un écran d'oscilloscope. Pour simplifier, je vais prendre par exemple phi U égale à 0, et j'obtiens U de T égale à UM cosinus oméga t plus phi. I de t, alors là, je vais prendre phi U égale à 0, et I de t égale à IM cosinus oméga t plus phi. Ok, donc j'ai pas mis phi I, puisque j'ai pris phi U égale à 0. Donc phi est le déphasage entre U et I. Ok, donc pour déterminer phi expérimentalement selon l'oscilloscope, en utilisant bien sûr la base de temps, alors là je peux factoriser par oméga, donc IM, cosinus de oméga, facteur de t, plus phi sur oméga. Ok, donc égal, et oméga donc égal à 2pi sur t, et j'obtiens donc IM cosinus oméga, ok, facteur de t plus phi t sur 2pi. Je peux ici remplacer oméga par 2pi sur t. Voilà. Bon, alors cette grandeur-là, phi t sur 2pi, est appelé écart temporel entre les deux signaux. Alors cet écart temporel sur la figure, c'est ce qu'on mesure. Voilà l'axe central des abscisses et voilà l'axe central des ordonnées. Alors j'ai pas besoin de cet axe. Lorsque I égale à 0, je vais voir l'instant la plus proche de cet instant à lequel I de t égale à 0. Alors voilà l'écart angulaire qu'on va poser par exemple égal à tau. On peut déterminer tau facilement en utilisant la sensibilité horizontale. Tau égale à la sensibilité horizontale SH, ok, fois le nombre de divisions. Et finalement, je reviens ici et je trouve que phi égale à, donc phi égale à 2pi tau sur t. 2pi tau sur t. Sixièmement, vecteur freiné. Donc S ne se prononce pas. À chaque fonction sinusoïdale alternative, on peut lui associer un vecteur tournant appelé vecteur freiné. Donc le vecteur freiné, c'est un vecteur tournant qu'on associe à une fonction sinusoïdale alternative, qu'on va noter par V par exemple. Ça veut dire que V est associé à S de t. Bon, ce vecteur tournant tourne dans un repère orthonormé ROIJ, ça veut dire qu'il tourne dans un plan. Bon, je vais prendre ce repère-là. Alors ici, on a X, Y, GI, J. Ok? Et voilà donc un instant T, voilà ce vecteur. Alors l'angle que forme ce vecteur avec le vecteur unitaire I, que je vais noter par phi,
égale à la phase de signal à l'instant t. Donc égale à oméga t plus phi. Alors donc phi, c'est l'angle que forme le vecteur v avec i à l'instant t égale à 0. Et oméga. Alors vous voyez que oméga, c'est quoi en fait? C'est la vitesse de rotation de ce vecteur dont le repère est OIJ. Donc c'est une vitesse angulaire, module de V, alors égale à la valeur maximale de cette tension, et sa valeur maximale c'est Sm, ça veut dire lorsque oméga t plus phi égale à 0 plus 2kπ. Donc V égale à Sm. On s'en sert de ce vecteur pour déterminer une fonction sinusoïdale qui résulte d'une somme de fonctions sinusoïdales qui ont la même période. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Deuxièmement, oscillation forcée, étude expérimentale. Donc, on doit réaliser le montage suivant. Donc, à ce dipôle, on applique une tension sinusoïdale alternative à l'aide d'un GBF. Le courant I parcourt tous les constituants du circuit. C'est pour cela qu'on s'intéresse à la réponse au courant. Alors voilà notre courant I. Donc on doit visualiser les variations du courant dans l'oscilloscope. Et on sait que l'oscilloscope visualise uniquement les tensions électriques. Okay. Et on sait que pour visualiser indirectement un courant électrique, okay, on visualise la tension d'un conducteur ohmique parcouru par ce courant. Okay. Parce que d'après la loi d'Ohm, on a U égale à RI. Et puisque R est un nombre réel, donc U et I ont les mêmes variations. C'est pour cela qu'on va visualiser donc la tension aux bornes de la résistance R. Alors donc cette tension, ça veut dire qu'on va brancher les bornes de la résistance à l'entrée par exemple Y2. Alors là j'ai la masse. Et en même temps on va comparer les variations de I avec la tension qu'on a appliquée au circuit, I de T. Donc, on va visualiser la tension I de T. Alors là, je branche ces deux bornes à l'entrée Y1 de l'oscilloscope. Là, je visualise I de T, et là, je visualise I de 1. En fait, je visualise indirectement l'intensité du courant électrique. On va avoir besoin d'un ampèremètre pour mesurer la valeur efficace et d'un voltmètre aussi pour mesurer la valeur efficace. Donc l'ampèremètre pour mesurer la valeur efficace du courant I, voilà, A. Donc on doit régler l'ampèremètre sur le mode alternatif. Pour mesurer la valeur efficace de U, donc je branche le voltmètre en parallèle avec le GBF. Donc V, là c'est plus et là c'est moins. Observation expérimentale bien sûr. Bon, la première observation est que cette tension U, qui a les mêmes variations que I, est une tension sinusoïdale alternative, de même période que la tension U. Alors U représente l'excitation et I représente la réponse, ok? Donc excitation, réponse. Deuxième observation, on fixe N et on fait varier UM, la valeur maximale de l'excitation. On observe que le rapport UM sur IM égale à une constante. Donc on pose UM sur IM égale à Z. Et Z est appelé module de l'impédance. Bon, nous, on va l'appeler directement impédance. Vous voyez que cette impédance a la nature d'une résistance, parce que la résistance, c'est la tension sur l'intensité. Ok, donc son unité est ohm. Troisième observation, on fixe UM et on fait varier la fréquence du signal, de l'excitation. Alors on remarque quoi? On observe que l'impédance varie. Ça veut dire que l'impédance du circuit dépend de la fréquence.
Alors on voit qu'il augmente puis diminue, ça veut dire qu'il atteint une valeur maximale. Z donc dépend de N et que l'intensité maximale varie à son tour et atteint une valeur maximale qu'on va noter par I0 par exemple, lorsque la fréquence N égale à N0 qui est la fréquence propre du circuit. N0 égale à 1 sur T0 égale à 1 sur 2pi la racine carrée de LC. Donc voilà les trois observations. Alors on va nous arrêter sur chaque observation lors de l'étude théorique. En cette deuxième partie, je vais commencer par l'étude théorique de ce régime. Bon, voilà le schéma du circuit électrique. Voilà, donc on a ici le générateur qui délivre la tension U, la bobine, le conducteur ohmique de résistance R' et le condensateur de capacité C. Alors, on va commencer par établir l'équation différentielle. Donc, 2A, équation différentielle. Alors, on va appliquer l'additivité des tensions, à savoir, donc, la tension, la somme des tensions égale à la tension I de T. Donc, on a UL plus UC plus UR' égale à la tension U de T. Bon, on a UL égale à LDI sur DT plus RI. Et puis UC, donc on sait bien que UC c'est la charge du condensateur Q sur C. Et Q, donc c'est, puisque Q est variable, alors Q c'est quoi? C'est l'intégrale 1 sur C fois l'intégrale de 0 à T de I dt. Alors, donc on va trouver cette équation différentielle en fonction de I et sa dérivée et aussi son intégrale. Et donc, alors, IR' égale à, d'après la loi d'Ohm, c'est R' fois I. Et finalement, on a LDI sur dt, ok? Alors, plus, ok? IC, donc c'est 1 sur C, l'intégrale de I dt, plus ce deuxième terme de la tension UL, c'est RI plus R'I. Donc, je peux factoriser par I et trouver R plus R' I, donc égal à U de T. Alors, on pose la résistance totale du circuit, je vais la noter par R égale à R plus R'. Et ainsi, donc, l'équation différentielle aura cette expression L dI sur dt plus 1 sur C l'intégrale de I dt plus R I, alors égal à U de T. Alors voilà donc l'équation différentielle. Bon, on va donc résoudre cette équation différentielle. Pourquoi on a écrit cette équation différentielle ainsi? On sait bien que, d'après les observations expérimentales, que I est une intensité alternative sinusoïdale, de même période que l'excitation qui est UT. Alors on va se servir de l'expression de I de T, puisque c'est une fonction sinusoïdale, pour trouver la solution à cette équation différentielle. Alors là, on pose I de T égale à la valeur maximale IM qu'on doit déterminer, cosinus oméga T. Ok? Alors ici, je vais prendre phi égale à 0. Et puis, la tension U de T égale à U max cosinus de oméga T plus phi. Donc nous, on cherche à déterminer IM et phi. Ça veut dire le déphasage entre la tension et le courant, qu'on ne connaît pas, et l'intensité maximale du tension. Donc si on connaît phi et on connaît M, donc la solution est déterminée. Alors pour ce faire, donc, on doit se servir du vecteur Fresnel. On va effectuer
la dérivée de I de t et l'intégrale de I de t. Donc commençons par la dérivée. di sur dt égale la dérivée donc de cette fonction, ça va donner moins im oméga sinus oméga t. Là, puisque j'ai I de t en cosinus, et ici I, là, il n'y a pas ni intégrale ni dérivée, donc I va s'exprimer ainsi. Alors je vais faire une transformation pour avoir di sur dt en fonction de cosinus et non pas du sinus. On sait bien que sinus alpha égale à cosinus alpha plus pi sur 2. Alors effectuons l'intégrale de I de t entre 0 et t. Sera égal à l'intégrale de I, c'est im, donc je vais la sortir de l'intégrale, cosinus oméga t dt. Alors, en effectuant cette intégrale, donc la fonction primitive du cosinus, c'est le sinus. Lorsque je dérive sinus, je trouve cosinus. Alors ici, j'ai le facteur oméga. Donc, je divise par oméga et je trouve im sur oméga sinus de oméga t. Ok. Et donc, en exprimant cette intégrale en fonction de cosinus, alors on sait bien que sinus alpha égale à cosinus de alpha moins pi sur 2. Et je trouve finalement cette intégrale égale à im sur oméga. Alors sinus, c'est cosinus oméga t moins pi sur 2. Alors, l'équation 1 s'écrit L oméga im cosinus de oméga t plus pi sur 2. Plus im sur c oméga cosinus de oméga t moins pi sur 2. R im cosinus oméga t égale à cosinus oméga t plus phi. Pour déterminer phi et im, on va procéder par les vecteurs de Fresnel. Ça veut dire, ici j'ai trois fonctions sinusoïdales, ok, première fonction, deuxième fonction, troisième fonction, et la quatrième fonction sinusoïdale. Donc, je peux donc faire correspondre à chaque fonction sinusoïdale un vecteur Fresnel. Donc, pour déterminer I, M et phi, alors faisons la représentation de Fresnel. On fait correspondre le vecteur V1 à la fonction L oméga im cosinus oméga t plus phi. Donc le module de ce vecteur, c'est donc la valeur maximale de cette fonction qui est L oméga im. Et sa phase, ok, ça veut dire la phase, c'est l'angle que fait V avec le vecteur unitaire I. Pardon, donc je dois inverser le vecteur unitaire I avec V1. Donc égale à la phase à l'instant t de cette fonction sinusoïdale, donc oméga t plus pi sur 2. Donc pour simplifier, ok, au lieu de faire la représentation de Fresnel à l'instant t, ok, il est préférable ou bien il est pratique de faire cette représentation à l'instant t égale à 0. Pourquoi? Parce que oméga est constante. Okay. Donc à t égale à 0, on a l'angle sera égal à pi sur 2 entre I et V1. V2, l'angle sera égal à moins pi sur 2. V3, l'angle, donc, c'est toujours 0. Et puis, l'angle ici, c'est phi. Ok? Alors, I, V, 1 égale à pi sur 2. Le vecteur V4 avec I forme un angle de phi. Je trace l'axe des X. On a ici le vecteur unitaire I. Bon, l'axe des Y, le vecteur J. Le premier vecteur que je vais représenter à l'instant t égale à 0, V3. Sa direction, elle est confondue avec l'axe des X. V3, qui a comme norme RIM. Puis, je représente le vecteur V1 qui a l'angle pi sur 2. Donc, sa direction est confondue avec
l'axe des Y. Alors ce que je veux faire, je translate ce vecteur de telle sorte que son origine coïncide avec l'extrémité du vecteur V3. V1. Je représente maintenant le vecteur V2. Je représente ces vecteurs, c'est comme si on représente le polygone des vecteurs de Fresnel. Le polygone doit être fermé. Okay. On le ferme à partir du vecteur V4. On fait l'analogie avec la mécanique. Okay. Donc, on avait vu en mécanique en tronc commun que si un solide est en équilibre sous l'action de plusieurs forces qui sont non parallèles, okay, alors le polygone des forces est fermé. Alors V2, donc à t égale à 0, A pour angle avec I, c'est moins pi sur 2. Donc la direction elle est verticale, mais le sens est dirigé vers le bas. Donc je représente ce vecteur-là et je le translate de telle sorte que son origine coïncide avec l'extrémité de V1. Bon, on ne connaît pas si V1, le module de V1 est supérieur au module de V2. Donc je vais représenter comme si le module de V1 est supérieur au module de V2. Alors voilà le vecteur V2. Bon, sinon, si le module de V2 est supérieur à V1, donc je dois prolonger ce vecteur jusque ici. Le vecteur V4, en fait, égale à V3 plus V2 plus V1. V4. Donc on a ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, nous donne ce vecteur. Donc, si la somme des vecteurs est égale à 0, donc je dois, ce sens, je dois l'avoir ici. Ok. Donc c'est le vecteur, je représente le vecteur V4 et non pas le vecteur moins V4. Ok, parce que on a V1 plus V2 plus V3 égale à V4. Ça veut dire que si je veux représenter le polygone des vecteurs fermés, donc je dois avoir V1 plus V2 plus V3 moins V4 égale à vecteur nul. On peut donc déterminer le module de ce vecteur, okay, à partir du module de ces trois vecteurs. Okay. Donc là, au lieu d'écrire les vecteurs V1, V2 et V3, je peux ici écrire les modules de ce vecteur. Donc ici, on a, ça veut dire la longueur de ce vecteur, bon, on n'a pas ici l'échelle. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de IM. Okay. Donc là, le vecteur IV1, son module c'est V1, c'est L oméga IM. L oméga IM. Le module de V4, c'est UM. Voilà donc la phase phi. Donc pour déterminer UM, alors je peux appliquer Pythagore. D'où UM au carré égale RIM au carré plus donc ce côté. La longueur de ce côté, c'est, puisque j'ai pris L oméga IM est supérieur à IM C, comme on peut avoir IM sur C oméga est inférieur et supérieur à L oméga IM. Donc ce côté-là a pour longueur L oméga IM moins IM sur C oméga. Donc je peux factoriser par IM, ok? Alors IM au carré, facteur de L oméga au carré, pardon, L oméga moins 1 sur C oméga au carré, moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Ok, plus R IM au carré. Ok, donc je peux factoriser par IM, là, plus R au carré. Et finalement, je trouve que UM sur IM égale à la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. Et on avait dit que UM sur IM égale à l'impédance du circuit. Ça veut dire que Z égale à la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. D'après les observations, on a vu que lorsqu'on fait varier la fréquence du signal, ça veut dire lorsqu'on fait varier la pulsation,
Z varie. Et voilà, on a trouvé que Z dépend de la pulsation ainsi que des paramètres du circuit. Si on détermine Z facilement, on peut déterminer IM. Alors la phase phi, tangente phi, égale à l'opposé qui est L oméga IM moins 1 moins IM sur C oméga, divisé par RIM. Donc je simplifie par IM et je trouve que donc tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Je peux même déterminer cosinus phi, qui est une grandeur importante de point de vue consommation de puissance, on va voir ça. Cosinus phi égale à RIM divisé par IM. Et en remplaçant IM par son expression, voilà IM, ok, IM égale à IM, la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga au carré, plus R au carré. Finalement, cosinus phi égale à R divisé par, donc je simplifie par IM, ok, et L oméga moins 1 sur C oméga au carré racine, ça donne Z, donc sur Z. Je vais parler de cosinus phi lorsqu'on parle de la puissance au dernier paragraphe de cette leçon. Alors là, on va interpréter ces résultats. Est-ce qu'ils sont conformes avec les résultats expérimentaux? La première remarque, on a phi, tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C. Ça veut dire que phi égale à tangente moins 1, ça veut dire arc tangente de cette grandeur. Et on voit donc que phi peut être négatif ou positif. Donc phi est une grandeur algébrique. Si tangente phi est positive, ça veut dire que phi l'est aussi. Ça veut dire que L oméga est supérieur à 1 sur C oméga. Alors dans ce cas, le courant est en avance de phase par rapport à la tension. On dit que le circuit est inductif. Si tangente phi est inférieur à 0, implique que phi est inférieur à 0. Ça veut dire que 1 sur C oméga est inférieur à L oméga. Alors dans ce cas, la tension est en avance, en phase par rapport à I. Alors dans ce cas, le circuit est capacitif. Tandis que si tangente phi égale à 0, on a phi égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que L oméga égale à 1 sur C oméga. Bon, là, on a U de T et I de T sont en phase. Ça veut dire que Z égale à 1. Et cosinus phi, dans ce cas, égale à 1. Et U max égale à R fois I max. On dit qu'on est en résonance. Il nous reste deux paragraphes. Premier paragraphe, résonance électrique. Deuxième paragraphe, la puissance en régime sinusoïdal alternatif. Alors, résonance, pourquoi électrique? Parce que on peut avoir la résonance aussi en mécanique pour les phénomènes vibratoires qu'on va étudier en mécanique. Alors, pour réaliser l'étude expérimentale, on a besoin de ce montage. Alors là, voilà le GPF qui applique la tension I de T sur notre dipôle. On a besoin aussi d'un ampèremètre pour mesurer la valeur efficace, donc de l'intensité qui parcourt notre dipôle. Et bien sûr, cet ampèremètre doit être réglé sur le mode alternatif. Bon, on veut aussi visualiser la tension I de T et la tension au bord de conducteur ohmique. Alors, cette tension au bord du conducteur ohmique, donc c'est comme si on visualise indirectement l'intensité du courant. Alors, donc, on commence notre étude expérimentale par fixer la tension efficace, U. Alors, la tension efficace, on va la noter par U. Et l'intensité efficace par I. Durant l'expérience, U reste constante. Alors, le but de cette étude expérimentale est de voir comment l'intensité efficace du courant varie en fonction de la fréquence et en même temps en fonction de la résistance du circuit. Okay. Alors, c'est pour cela qu'on doit utiliser un conducteur ohmique à résistance variable. Soit on utilise un rhéostat ou bien un potentiomètre. Donc, voilà la résistance variable. La première observation,
quelle que soit la valeur de R, lorsque la fréquence de l'excitation, ça veut dire de I de T, égale à la fréquence propre du circuit, ça veut dire la fréquence propre, donc c'est 1 sur 2pi la racine carrée de LC. On a I, ça veut dire l'intensité efficace I maximale. Et aussi, I de T et I de T sont en phase. Ça veut dire que le déphasage entre tension et courant est nul. Mais si on augmente la valeur de R, on voit que I maximale diminue. Alors là, je vais représenter les deux courbes. Une courbe de réponse du circuit en intensité lorsque R est faible et deuxième courbe lorsque R est grand. Donc la courbe qui représente les variations de I en fonction de N lorsque la résistance est faible, et là cette allure. Tandis que si on utilise une résistance qui est grande, on va trouver cette allure lorsque N égale à 1,0, donc le circuit est en résonance. Ici on a R grande. Là on voit que lorsque R est faible, la valeur maximale est bien distinguée par rapport aux valeurs qui l'entourent. Alors dans ce cas, on parle d'une résonance aiguë. Bon, lorsque R est grande, alors vous voyez que la valeur maximale de l'intensité efficace ne se distingue pas bien par rapport aux intensités qui l'entourent. Alors dans ce cas, on parle d'une résonance grave ou bien résonance floue. Ici c'est E. Ici donc c'est étude expérimentale. Petit 2, grandeur caractéristique de la résonance. Bon, commençons par petit a, fréquence de résonance. Le phénomène de résonance s'établit lorsque I est maximal. Et on a dit que I égale à la tension efficace U sur l'impédance du circuit. Donc si I est maximal, alors on a gardé U constante, ça veut dire que Z est minimal. Et Z, donc on avait trouvé d'après la représentation de Fresnel que Z égale à la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. Et pour que Z soit minimal, alors R ne pourra pas être nul. Donc, même si on n'utilise pas la résistance ou bien un conducteur ohmique, déjà, la bobine présente une certaine résistance. Alors, donc, nécessairement, ce terme doit être nul. Ça veut dire que L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Ça veut dire que L, C oméga au carré égale à 0. Ça veut dire que oméga au carré égale à la racine carrée, ou bien 1 sur, bon, ici, ça veut dire que oméga égale à 1 sur la racine carrée de LC. Donc, c'est la pulsation propre du circuit. Je vais ici exprimer oméga en fonction de la fréquence. Oméga égale à 2pi fois la fréquence. Ça veut dire que 2pi fois la fréquence égale à 1 sur la racine carrée de L fois C. Implique que N égale à 1 sur 2pi la racine carrée de LC, qui est en fait la fréquence propre du circuit. Et ce qu'on a remarqué dans l'étude expérimentale. Petit b, impédance du circuit. Donc à la résonance, on a L oméga moins 1 sur C oméga égale à 0. Donc implique que Z égale à 1. L'impédance est purement résistive. Ici, déphasage, courant, tension. Bon, on avait trouvé, d'après la représentation de Fresnel, tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga sur R. Ce terme-là égale à 0, donc tangente phi égale à 0, bien sûr à la résonance. Ça veut dire que le courant et la tension sont en phase. C'est ce qu'on observe expérimentalement. Bon, petit d, bande passante à moins 3 décibels. Ok. Alors, tout d'abord, on va définir cette bande. Bon, je vais refaire la représentation graphique de
la valeur efficace en fonction de la fréquence. On va prendre le cas d'une résonance aiguë. Voilà la valeur maximale I, donc que je vais noter par I0. Et là, on a la fréquence propre du circuit. Donc, bande passante à moins 3 décibels. Donc, tout d'abord, cette unité décibels, c'est une unité utilisée en acoustique ou bien en électronique. Donc, pour exprimer le logarithme d'un gain en puissance, par exemple, on a un circuit, ok, un quadripôle par exemple. Alors à ce quadripôle, on applique un signal d'entrée, ok, donc soi-disant une puissance P de l'entrée, et à la sortie, on récupère une puissance de sortie. Ok, donc ici c'est l'entrée et là la sortie. Alors qu'est-ce qu'on entend par le gain? Alors vous allez voir ça plus tard en électronique. Donc le gain, on le note par A, qui est égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Le décibel, en fait, alors l'unité c'est le bel, ok, le bel, et le déci, ça veut dire c'est 10 fois le bel. Donc on définit l'unité décibel, c'est l'unité de quoi? De la grandeur suivante. Donc logarithme décimal de PS sur PE. Donc on multiplie ce logarithme par 10, donc si on le multiplie par 10, c'est le bel. Lorsqu'on multiplie par 10, donc ce grandeur-là a pour unité le décibel. Moins 3 décibels correspond à quoi? Correspond à la puissance de sortie égale à 1,5 fois la puissance d'entrée. Donc, alors en remplaçant ici, on va trouver que 10 fois le logarithme décimal de 1,5, ça va donner moins 3 décibels. Donc la bande passante, bande à moins 3 décibels, et l'intervalle de fréquence N1, N0, pardon, N2, tel que I doit être supérieur ou égal à I0 sur la racine de 2. Alors donc, en cette paragraphe, on va déterminer delta N. Ça veut dire la largeur de la bande passante. Delta N, N2 moins N1. Alors nous, on ne cherche pas à exprimer N2, N1, seulement à déterminer delta N. On a I, l'intensité efficace égale à I0 sur la racine de 2, pour deux valeurs de la fréquence, N2 et N1. On va partir de cette relation pour déterminer delta N. Ça veut dire qu'on cherche delta N. Bon, I, je vais l'exprimer en fonction de la tension efficace et de l'impédance. Ça va donner U, qui est la tension efficace divisée par Z, qui est égal à I0. Et I0, c'est l'intensité à la résonance. Et à la résonance, donc R égale à Z. Ça veut dire que I0 égale à U sur R. Et je dois multiplier le dénominateur par la racine de 2. Ça veut dire que Z égale à la racine de 2 fois R pour N2 et N1. Donc, Z qui est la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré, alors égale à la racine de 2 fois R. Donc, je vais élever les deux membres au carré. Bon, ce terme, je vais le ramener en ce deuxième membre et j'obtiens finalement donc L oméga moins 1 sur C oméga le tout au carré égale à 2R au carré moins R au carré. Ça va donner R au carré. Donc, pour se débarrasser du carré, donc je vais faire la racine carrée. Donc la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, ça va donner L oméga moins 1 sur C oméga, qui est égal, alors égal à plus ou moins R. Et puis, donc je vais multiplier ce membre par C oméga, et en même temps ce membre par C oméga. Et j'obtiens, alors, donc L C oméga au carré, moins 1, égale à R, plus ou moins, pardon, R, C oméga.
il y a deux pulsations qui vérifient cette relation, oméga 2 et oméga 1. Ça veut dire que j'obtiens un système, ça veut dire L, C, oméga 1 au carré, moins 1 égale à moins R, C, oméga 1, ok? Et pour oméga 2, donc j'aurai L, C, oméga au carré, moins 1, donc ici 2, égale à moins, pardon. Donc ici c'est plus R, C, oméga 2. Puisque j'ai besoin de delta N, qui est proportionnel à delta oméga, donc vous voyez ici que je peux faire apparaître une identité remarquable pour avoir oméga 2 moins oméga 1. Donc je retranche L, C, oméga 1 au carré moins 1 de ce membre, et j'obtiens donc L, C, oméga au carré, 2 au carré moins 1 plus moins L, C, oméga 1 au carré plus 1, donc 1 moins 1, ça donne 0, et j'obtiens qui est égal. Donc R, C, oméga au carré, moins ça donne plus, je vais factoriser par RC, et j'obtiens finalement RC facteur de oméga 2 plus oméga 1. Alors là, ce que je vais faire, donc ici vous voyez que je peux simplifier par C des deux côtés, et j'obtiens donc, alors ici, pardon, c'est LC, donc je simplifie par C, j'obtiens finalement L oméga 2 au carré moins L oméga 1 au carré égale à R facteur de oméga 2 moins oméga 1. Puis ici j'ai une identité remarquable, L facteur de oméga 2 moins oméga 1 facteur de oméga 2 plus oméga 1 égale à R facteur de oméga 2 plus oméga 1. Donc je simplifie par oméga 2 plus oméga 1 des deux côtés. Je divise ici par L, et j'obtiens donc oméga 2 moins oméga 1 égale à R sur L. Alors ici, j'ai delta oméga. Ça veut dire que delta oméga, donc je peux donc exprimer oméga 2 et oméga 1 en fonction de la fréquence, et j'obtiens donc 2pi facteur de N2, 2pi N2 moins 2pi N1 égale à R sur L. Je factorise par 2pi et je la ramène au dénominateur et j'obtiens finalement N2 moins N1 qui est delta N, donc égal à R sur 2pi N. Alors voilà la largeur de la bande. Et vous voyez que cette largeur dépend uniquement des paramètres du circuit, à savoir R et L. On a vu lors des observations expérimentales que la largeur de la bande donc diminue si R diminue. Et vous voyez ici qu'on a delta N est proportionnel à R. Donc si R augmente, delta N augmente. Si R diminue, delta N diminue. Ok. Donc lorsque R est grande, on a obtenu une résonance floue. Ok. Ça veut dire que delta N, la largeur est grande. Et si R est petite, alors delta N est petite et la résonance est aiguë. Ces résultats qu'on a obtenus sont en accord avec les observations expérimentales. Maintenant, on va parler d'une autre grandeur appelée facteur de qualité. Q est défini comme suit, égal à la fréquence, à la résonance N0 divisé par la largeur de la bande passante. Alors donc, on va exprimer Q en fonction des paramètres du circuit. Donc, on sait que N0 donc égal à 1 sur 2pi la racine carrée de LC, et déjà delta N, on l'a trouvé que égal à R sur 2pi. Donc Q égale à, donc N0 c'est 1 sur 2pi la racine carrée de LC fois divisé par delta N. Donc divisé par delta N, ça veut dire divisé par 2pi L, donc multiplié par 2pi L divisé par R. Donc ici je simplifie par 2pi et par la racine de L et j'obtiens finalement Q égale à 1 sur R, la racine carrée de L sur C. Alors voilà le coefficient de qualité, donc il ne dépend que des paramètres du circuit, ça veut dire la résistance R, la capacité C et L. Et on voit que R
augmente implique que Q diminue. Et inversement, R diminue implique que Q augmente. Donc, ce facteur de qualité décrit la résonance. Donc, une bonne qualité, ça veut dire une résonance bonne, ça veut dire une largeur de la bande passante est petite, ça veut dire que R est petite. Passons donc à l'autre paragraphe, phénomène de surtension. Bien sûr, à la résonance, mais commençons tout d'abord par exprimer la tension aux bornes du condensateur et la tension aux bornes de la bobine. Alors, tout d'abord, voilà I, donc I de T égale à la racine de 2 fois la valeur efficace, cosinus oméga T. Alors, je peux ajouter phi à la phase du courant, comme je peux l'ajouter à la phase instantanée de la tension, puisque, en général, l'intensité et la tension ne sont plus en phase, elles le sont qu'à la résonance. Alors, UC, donc, égale à la charge du condensateur divisée par sa capacité, et la charge, donc, en fait, c'est l'intégrale de l'intensité I, donc, égale à 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. Donc, égal. Alors, en intégrant la racine de 2, I cosinus oméga T plus phi, alors racine de 2 fois I, c'est constant, donc je peux la faire sortir de l'intégrale, et j'obtiens donc la racine de 2, I sur C. L'intégrale de I de T, donc c'est 1 sur oméga. Alors, 1 sur oméga, ça veut dire c'est 2 pi n. Alors donc, cosinus, ou bien, pardon, sinus, l'intégrale de cosinus c'est sinus, oméga t plus phi. Et j'exprime UL. Alors UL, ça veut dire la tension au bord de la bobine, donc c'est L fois DI sur DT. Alors L, donc DI sur DT, alors la dérivée de racine de 2 sur I, donc c'est une égale à 0, alors puisque c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée, et j'obtiens donc, voilà, je commence par la racine de 2, I, L, donc je fais sortir le facteur oméga, et la dérivée du cosinus c'est moins, ok, alors oméga c'est 2 pi n, cosinus, ou bien, pardon, sinus, oméga t plus phi, à la résonance. Là, n égale à n0, la fréquence propre du circuit qui est égale à 1 sur 2 pi la racine carrée de LC. Donc ici, je vais remplacer n par son expression en fonction de L et C. Et on sait que à la résonance phi égale à 0. Donc UC égale. Ça veut dire la tension en borne du condensateur. Bon, 2 pi n, ok. Alors, donc ça va donner 2 pi divisé par 2 pi la racine carrée de LC, ok. Donc la racine carrée de LC va être au numérateur et je simplifie par la racine de C, ok. Et j'obtiens, alors 2 pi, je simplifie par 2 pi et j'obtiens finalement UC égale à la racine de 2 fois I, ok. Alors là, il me reste quoi? Il me reste la racine carrée de, donc L sur C. L sur C. Sinus oméga t. Et UL égale. Bon, donc ici 2 pi n. Alors 2 pi n, ça va donner donc 2 pi, je simplifie par 2 pi. Au dénominateur, j'aurai la racine carrée de LC. Ok, donc je simplifie par la racine de L et j'obtiens donc moins la racine de I fois la racine carrée de L sur C sinus oméga t. Donc vous voyez que, quel que soit t, UL égale à moins UC. Ça veut dire que UC et UL sont toujours en opposition de phase. Bon, là, je vais exprimer l'intensité I parce que on est en résonance. Alors, on a I égale à la tension efficace divisée par la résistance R. J'obtiens UC égale
à la racine de 2 fois U, et on a trouvé que la racine carrée de LC multiplié par 1 sur R, c'est le facteur de qualité du circuit. Je peux exprimer UC, alors UC, donc ce terme-là, c'est quoi? Donc c'est la valeur maximale, ok, de UC. Ok, je simplifie par la racine de 2 et j'obtiens que la valeur efficace de UC égale à Q, le facteur de qualité, fois la tension efficace, ok, qui est égal à UL. Ok, alors UC, c'est valeur efficace de UC. Et là, c'est valeur efficace de UL. Bon, lorsque R est petite, ça veut dire lorsque la résonance est aiguë, alors on voit que UC et UL sont supérieurs à U. Ça veut dire la tension efficace appliquée par le générateur sera inférieure à UC sur UL. Et là, on parle de surtension, ou bien phénomène de surtension. C'est tout pour le paragraphe de la résonance. Il nous reste donc une dernière paragraphe. Il s'agit de la puissance en régime sinusoïdal alternatif. 4. On a U de T égale à la racine de 2 fois la valeur efficace U cosinus oméga T. On a I de T égale à la racine de 2 fois la valeur efficace de l'intensité du courant fois cosinus oméga T plus phi. Bon, la puissance instantanée égale au produit de la tension instantanée fois l'intensité instantanée. P égale la racine de 2 fois la racine de 2, ça va donner 2. U fois I. Donc, cosinus oméga T fois cosinus oméga T plus phi. On a cosinus A fois cosinus B, donc égal à 1/2 fois cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Donc ça va donner P égale à 2 UI cosinus de 2 oméga T plus phi plus cosinus phi. Par 2, je simplifie par 2 et je trouve cette expression. On va donc calculer la puissance moyenne. La puissance instantanée, c'est une fonction périodique de période t sur 2. Ça veut dire sa fréquence égale à 2 fois n. Par définition, alors puisque la puissance est périodique, donc P égale à 1 sur T, ok, donc j'ai oublié de dire que la valeur moyenne d'une fonction périodique égale à l'intégrale de cette fonction au cours d'une période divisée par la période pour trouver la valeur moyenne. Donc 1 sur T fois l'intégrale entre 0 et T de la puissance instantanée. Donc c'est puissance moyenne. Voilà. P moyenne. Fois donc P dt. Ok. Alors effectuons cette intégrale. Donc P moyenne sera égal à, alors 1 sur T, l'intégrale. Je vais développer ce produit. Là, j'ai deux fonctions. J'ai une fonction qui est constante, qui est I cosinus phi, donc c'est constant. Alors je fais sortir la constante, donc sur T, I cosinus phi, de 0 à grand T, de dt, plus donc l'intégrale de cette fonction périodique au cours d'une période, donc plus 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, de UI, voilà UI, cosinus de 2 oméga T plus phi, dt.
Donc oméga, je peux l'exprimer 2π sur t, et on sait tous que l'intégrale d'une fonction périodique pendant une période est nulle. Ok? Alors là, c'est comme si j'intègre ici pendant 2 périodes. Ok? Je peux donc écrire égal à l'intégrale de 0 à t sur 2 de cette fonction, plus l'intégrale de 0 à 2 de t sur 2 à t de la même fonction, et l'intégrale au cours d'une période est nulle. Donc, cette intégrale égale à 0. Et j'obtiens finalement la puissance moyenne, donc égale tout simplement à, alors l'intégrale de dt, ça veut dire de 1, de 0 à t, ça va donner t. Alors je simplifie par t et je trouve ui cosinus phi, plus 0. Donc voilà la puissance moyenne. Donc on voit que la puissance moyenne est constante. Ui. On pose égal à S, alors S est appelé puissance apparente. Et cosinus phi est appelé facteur de puissance. Alors ce facteur de puissance diminue la puissance. Ok. Donc cette puissance est maximale que si cosinus phi égale à 0. Ça veut dire à la résonance. U égale à RI. Ça veut dire que la puissance moyenne égale, donc à la résonance, on a U égale à RI et cosinus phi égale à 1 puisque phi égale à 0. Phi égale à 0. Alors on trouve que la puissance moyenne, donc égale à, donc U fois I, alors U c'est UI, donc ça va donner RI au carré. Ça veut dire que à la résonance, la puissance est maximale. Et vous voyez que donc la puissance ne se consomme qu'au niveau du conducteur ohmique, tandis que au niveau du condensateur hydrobime et son magazine.